Monsieur Hammond, les téléphones marchent. Le con, J'ai un permis pour ça. la brute Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. et le brillant. Défonce garantie, cocktail qui décoiffe. Gardez la monnaie, ça ne me dérange pas. Merci du fond du cul. Bonjour et bonsoir, et encore bienvenue sur votre podcast qui parlera du cinéma Le Con, la Brute et le Brillant, toujours présenté par Mathieu Bonjour à tous. et par César. Hashtag bonsoir les petits zouzous. Et aussi, mais pour orchestrer tout ça, bien sûr, il mange peu de fromage, mais sent quand même fort le camembert. Il vanne beaucoup sur mon âge avec son QI d'école élémentaire. Bah, c'est Norbert. Bravo. C'est quoi la rime? J'en ai un aussi si tu veux. Ouais, Que ouais. ce soit dans son frigo ou au cinéma, il a des goûts douteux. N'écoutez pas tout ce qu'il dira, c'est Norbert l'ado boutonneux. L'ado boutonneux en plus. Bah écoute, ouais, quand on voit tes goûts. Et aujourd'hui on fera un nouvel épisode hors série, puisque nos deux comparses sont encore en voyage aux États-Unis. Tin, 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 tin. J'espère que ça se passe bien pour vous. Eh bah écoute, là on y est, c'est super. hein. wow, il y a beaucoup de vent, le Grand Canyon, wow. Ça défrise les frisettes, hein. Et donc dans cet épisode il n'y aura ni actu ni question du public parce qu'on tourne ça à l'avance. Donc on va passer directement sur le film qu'on a choisi. Ouais, hey, c'est le film qu'on a choisi. Yeah. Et on en parle tous les trois. Alors aujourd'hui on essaie de revenir sur un film culte, en tout cas pour nous, c'est The Rock, ou Rock en français. Rock en français, The Rock, pour Voilà. les anglo-saxons. Un film de Michael Bay. Je crois Décidément, les gens vont croire qu'on fait que des hors-séries sur Michael Bay. Franchement, C'est les vrai fans de Michael Non, Bay. non, mais c'est un film qu'on aime beaucoup. Film de Michael Bay avec Nicolas Cage, Sean Connery, Ed Harris. Tout à fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour nous résumer ce film? En tout cas pour nous le pitcher. Pas Mathieu parce qu'il est nul à ça. Je suis nul en pitch. Ouais. Je préfère les savanes. C'est un groupe de militaires en colère qui décide de prendre en otage la prison d'Alcatraz. Parce Alcatraz. que, ils ont des revendications qu'ils aimeraient bien porter mais en mode un peu secret au gouvernement. Donc ils ont du gaz toxique, ils ont pris Alcatraz en otage et décident de faire une menace toxique sur San Francisco, sauf si on paye et qu'on reconnaît tous ces pauvres militaires morts en opération secrète. Et du coup, on n'a aucune solution parce qu'Alcatraz, c'est une prison, c'est vachement bien gardé et on connaît pas les plans. Il faudrait trouver quelqu'un qui s'est peut-être évadé de là-bas pour entrer dedans. Et un expert. Et un C'est expert en. Et un expert en armes toxiques. et un Ouais. expert en armes toxiques. Donc ouais, un expert en armes toxiques qui est joué par Nicolas Cage, qui va devoir faire de pair avec Sean Connery, un espion britannique qui était enfermé à Alcatraz. Petit rappel James Bondesque. Oui, ça c'est pas très, c'est pas très subtil, disons, quand ça arrive. Déjà, ce que je trouve intéressant avec ce film, c'est que c'est un film qui arrive, je crois, 20 ou 25 ans après l'arrêt de la guerre du Vietnam. Et c'est enfin un film où on peut en parler à la fois sérieusement et dans un film d'action. Donc, c'est pas à la Rambo, tu vois, où il y a une grosse réflexion sur l'Amérique post-Vietnam, mais on tacle quand même le gouvernement américain sur sa façon qu'il a eu de traiter l'armée américaine après le Vietnam. Oui, ouais, c'est vrai qu'il a un ton assez sympa par rapport à l'Amérique et par rapport à l'armée, où au final, là, pareil, les grands méchants de l'histoire, c'est tous des Américains qui font partie de l'armée. Il n'y a pas un mec qui s'est vendu à un autre pays ou à un groupe terroriste ou à des méchants, tout ça. Les méchants font partie de l'intérieur. Et voilà, donc là, c'est très centré américain. Ouais, surtout, on voit les limites de leur système. Puis quoi. tu dis les méchants, ils sont même pas présentés comme tels, ils sont présentés comme des hommes d'honneur qui, bon, Alors, là, ils font ça un dépend groupe, lesquels. Dans le Ça, groupe, il y en a deux, ouais, trois. il y a des têtes brûlées, Il y a mais- des vrais méchants dedans. C'est rigolo venant de Michael Bay, justement, de cette nuance sur l'armée américaine. C'est vrai que quand on regarde ces films, on a plutôt l'habitude de on va sauver le monde et tout. Et là, c'est vrai que le scénario, il est assez intéressant. Le grand méchant n'est finalement pas un si grand méchant que ça. C'est plutôt bien vu de ce côté-là, je trouve. Oui. Ouais. En fait, on en reparlera, mais je trouve que ce film-là, il est vraiment très très bon. Je pense que c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur Michael Bay, parce qu'il est beaucoup justement dans la nuance. Il est enfin beaucoup plus dans la nuance que les autres. Il est moins dans la surenchère de tout, que ce soit scénaristiquement, que ce soit en réalisation. Quand il en fait pas trop, c'est vachement bien ce qu'il fait, quoi. Après, quand il en fait pas trop, on l'a tous revu pour faire cette chronique, je me rappelais pas qu'il y avait autant de travelling dans ces plans. Il y en a limite partout. Tu peux limite compter sur le doigt des deux mains le nombre de plans, il n'y a pas de travelling. Il y a des scènes où il n'y a que ça. Il n'y a pas un seul plan fixe. Ouais, mais c'est toujours bien vu, c'est pas non plus une surenchère. Il y avait un plan qui m'avait marqué à un moment, il y a un sniper qui met quelqu'un en joue et voilà, petit mouvement de caméra qui va de l'œil au doigt du sniper qui va désenclencher une sécurité et ensuite on passe de l'autre côté de l'arme et là il y a un changement de point pour au moment où il touche sa lunette qui va du canon du fusil jusqu'à son œil et c'est très léger mais c'est toujours en mouvement, ça explique vachement, c'est toujours voulu. L'action, t'es pas un spectateur de l'action, t'es un petit peu dedans. La caméra t'embarque toujours dans l'action Ouais, mais et c'est jamais trop. Je trouve. des fois, c'est un peu la gerbe quand même. Si tu prends la scène de course-poursuite qui est à peu près au début du film,
on te filme du coup les véhicules vus de l'extérieur avec 5 plans dessus à chaque fois. Et quand on te filme les gens dans les voitures, la caméra qui te trempe dans tous les sens. Limite, les acteurs, ils sont. C'est pas très. C'est très visuel ce que je vais faire, mais ils sont là. Ils se reculent, ils s'avancent. Ouais, mais ça permet d'être beaucoup moins cher parce que j'ai noté ça et du coup, ils surexposent tout ce qu'il y a par les fenêtres et du coup, il n'y a aucune incruste. Parce que normalement, dans ces cas-là, quand tu es dans l'intérieur de la voiture avec les personnages, à l'intérieur, tu vois les fenêtres et tu vois ce qui se passe à l'extérieur. Donc, tu es obligé de les remettre. Souvent, il faut une projection sur toile. Oui, projection sur toile, comme à l'époque, ça, c'est plus ou moins bien. C'est toujours un peu chiant et tu fais pas ce que tu veux. Là, du coup, bat les couilles, c'est surex et de toute façon, on voit pas, la caméra elle bouge de dingue. Je trouve que et je trouve que du coup, c'est génial. En fait, il a pu tourner ça en 5 minutes, presque dans un sens, et je trouve que ça colle bien. Tu es dans une grosse course-poursuite, ça va dans tous les sens, ça me dérange pas. J'ai une anecdote à ce sujet, c'est que lorsqu'ils ont tourné cette scène donc de la course-poursuite en voiture de Nicolas Cage vers Sean Connery, c'était une scène où déjà ils étaient déjà en train de dépasser le budget, alors qu'ils étaient, je crois, à la 3e semaine de tournage. En même temps, quand tu commences à faire une poursuite de bagnole entre une Ferrari et un Hummer à l'époque où ça coûtait encore une blinde. C'était scripté. Ouais. Sauf que voilà, ils dépassent le budget et c'était la pause du midi et Michael Bay a rendez-vous avec les producteurs de films pour se faire passer un savon parce qu'il dépasse le budget et c'est encore un tout jeune réalisateur. C'est son 2e film. Hein. Voilà. Donc il y a des gens dans leur vie, ils ont engueulé Michael Bay, ils disent hey, Coco, tu fais quoi là et tout. Ça explose beaucoup ton truc. Attendez, vous avez rien vu encore. Ça marchera jamais. Les flares explosions, ça marchera jamais. Et Sean Connery qui s'entretenait avec lui dit là qu'est-ce que tu vas faire? Il dit là je vais me faire engueuler par les producteurs parce qu'on dépasse le film. Et il fait tu veux que je vienne avec toi? Il a fait vas-y viens. Et il est arrivé et c'est Sean Connery qui a engueulé les producteurs en disant ce mec il fait du très bon taf et on a besoin de plus de thunes. Trop bien, ça c'est la classe. Et il a pu avoir une rallonge du budget, mais il dit merci Sean Connery parce que moi j'étais parti pour me faire virer en fait à cette réunion. Et juste parce qu'il l'a validé dans l'équipe. Non mais on peut en parler 5 minutes de cette scène de course-poursuite, elle est très cool, mais alors qu'est-ce qu'elle est débile. Très cool, mais c'est débile, tu viens de résumer le cinéma de Michael Bay. Non mais d'accord, mais moi à chaque fois la scène du tramway qui explose, elle me fait rire. Il explose et puis après il glisse sur 1 kilomètre, tu sais, genre. C'est un peu Michael Bay ça existait déjà avant, mais il l'a vachement popularisé. Sauf que dans une scène d'action comme celle du tramway et tout, les personnages s'engueulent, tu vois, où ils disent des choses. T'as George Mason qui conduit un truc, qui prend un téléphone et puis Normal qui appelle les renseignements. Pouvez me donner les infos sur lui. Ça revient un peu à ce qu'on disait sur le premier hors-série où on avait parlé de Battleship et de Transformers 3. Les dialogues, c'est que du conflit, quoi. On s'engueule tout le temps. Et alors que ce n'est pas du tout le lieu ou le temps pour s'engueuler. Non, mais c'est ça. Ouais, et il y a des trucs qui fonctionnent très bien. De Sean Connery qui téléphone, le gars qui téléphone à Sean Connery dans la voiture parce qu'il lui a piqué sa voiture. Comme si le gars dit attendez, je vous la ramène. Attends, faut quand même justifier que le mec, Sean Connery, est censé être en prison depuis les années 60. Donc le mec, il connaît pas forcément les téléphones portables. Un téléphone dans une voiture, normal qu'il est surpris la première fois que ça sonne. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Et en plus, c'est un film qui tombe, je trouve, bien, encore une fois, dans la carrière de Nicolas Cage, parce que déjà, c'était vraiment le moment où il était over the top et il y avait plein de propositions. Et il nous refait quand même ce jeu de surjouer un max de répliques et ça marche. Il a ce don pour surjouer, mais que ça reste marrant. Il a ce don, mais là encore, je trouve qu'il le fait pas tout le temps. Il le fait à des moments très forts dès qu'il s'énerve un petit peu, mais sinon son rôle est beaucoup dans la retenue, je trouve. Et je m'étais fait la réflexion en le regardant hier, du coup, de me dire il n'y a pas beaucoup de films où il joue aussi peu. Mais j'ai une question pour vous justement, parce que moi je n'ai toujours pas la réponse pour vous, Nicolas. Je sais pas si c'est un très bon ou un très mauvais acteur, ce gars. C'est un très bon acteur. En fait, toujours eu du mal. Pour moi, Nicolas Cage, je le compare beaucoup à Bruce Willis. C'est-à-dire que c'est un bon acteur, mais il a fait des très mauvais choix dans sa carrière. Vous aimez bien Benjamin Gates? Moi j'aime bien. Moi j'adore. Moi aussi j'aime bien. Mais par exemple, Ghost Rider, ça c'était. Ghost Rider aussi, c'est quand même plus compliqué déjà. Ça reste du film alimentaire. Mais c'est pour ça, j'ai toujours un peu de mal avec lui, à savoir, il est toujours dans le surjeu, quoi. Il est toujours. Pas toujours. Sailor et Lula, David Lynch. Ouais, mais David Lynch, quoi. Mais... Oui, mais non, mais Snake Eyes. Même dans du Snake Eyes, très très bien de Palma. Red Rock West, j'ai un bon souvenir de ce film aussi. La ligne rouge. La ligne rouge, il est pas. La colline rouge, non, la ligne rouge. La ligne verte à des yeux. Avec Nick Nolte, tout ça. La ligne verte à des yeux, le retour. Chez les ch'tis. Et en plus, je trouve que c'était vraiment des présentations comme j'aimais bien à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a une scène où en 30 secondes, t'as tout compris. Donc il fait un travail de bureau, qui se fait chier, qu'il aimerait bien un travail d'action, puisqu'on le voit jouer au pistolet. Avec l'extincteur, après il vise avec l'extincteur. Oui, voilà. Il aimerait bien être dans l'action, mais il va y être une demi-heure après, et tu vois qu'au final, il s'y plaît pas tant que ça. Elle est cool d'ailleurs, cette scène. Il y a une scène juste après où il désamorce une bombe dans un. Comment ça s'appelle, tu sais, dans un petit bunker protégé, quoi. Elle est cool, cette scène, je l'aime bien. Très bien
rythmé et surtout on voit que encore une fois ça nous montre, on nous explique beaucoup de choses sur le personnage, dont le fait que travailler sous pression ça le dérange pas parce qu'il fait encore des vannes, tu vois, il fait j'ai une mauvaise nouvelle et une très très mauvaise nouvelle alors qu'il doit désamorcer une bombe et tout, et en plus il y a un plan subjectif, je sais pas si vous l'avez vu. Dans ce prix-là, quand on lui apporte la seringue, la seringue, c'est un plan subjectif dans la combinaison. Il aime bien ça, Michael Bay. On en avait déjà parlé la dernière fois. Il aime bien les plans subjectifs, ouais. Et il aime beaucoup les plans suggestifs normalement. Mais ça, et il y en a pas. Heureusement, il y en a beaucoup moins. Si, mais il y a une scène où ils sont en train de faire l'amour sur une terrasse. Oui, mais tu vois, la meuf est un peu habillée, celle qui est dessus, donc il y a presque un côté genre, oulala, il est féministe. Oula, qu'est-ce qui arrive? Bon, après, quand même pas heureusement, il y a les dialogues qui sont là. Elle lui annonce, c'est bon, je vais être enceinte. Et lui, genre, oh super, génial. Ah bah chérie, attends, il y a le bureau qui m'appelle. Je vais partir à San Francisco pour un exercice. Non. Je trouve que cette scène elle est superbe parce que elle est très drôle. Ouais, elle est drôle, elle est très très drôle parce que le personnage quoi. Elle arrive, le mec est en train de dire les gens qui font naître un enfant dans ce monde, ils font un crime contre l'humanité. Elle fait je suis enceinte, il fait c'est une super nouvelle. Elle dit bah non, tu viens de dire il y a 5 secondes. Enfin, il sort pas des choses en 5 secondes. Tu pensais pas ce que t'as dit? Ah bah si, je le pensais. Je le pensais sur le moment. Sur le moment, mais comme ça sur le moment c'est à 7 secondes. Ah mais il s'en est passé des choses en 7 secondes. Ça, c'est très drôle. Je sais pas ce qu'ils disent en VO d'ailleurs. Et c'est passé de genre Je sais pas. Je l'ai pas revu en VO, j'avoue, je suis désolé. Ouais, moi aussi. Et puis pareil, ça fait partie des films. Pareil, je suis très aficionados de la VO, mais bon, là, il y a deux faits qu'il faut le regarder en VF. Enfin, pour moi, il y a le côté nostalgique parce que je l'ai connu en VF à cette époque-là, et parce que ça fait partie des époques où la VF était travaillée. Je dis pas qu'aujourd'hui ils foutent rien, c'est n'importe quoi, mais il y avait une liberté supplémentaire qu'ils n'ont pas aujourd'hui, qui fait qu'il y a un petit goût à la VF qui est très sympa. Il y a plein de vannes en fait tout le temps. Oui. Ouais. Et surtout, ils s'envoient des insultes à la gueule, mais comme on voit plus. Genre, vous êtes un balai à chiottes. Espèce de brosse à chiottes. Oui, non, il y en a plein comme ça qui sont géniales. Moi, je trouve que vous êtes un vrai connard. Et puis surtout, moi, j'ai horreur de la daube qui a pas de couille au cul. Mec, t'aimes bien la musique d'Elton John? J'aime pas la daube qui a pas de couille au cul. Mec, non, mais qui dit ça? C'est tellement homophobe que pose-toi des questions, comme tu disais dans le. C'est contradictoire, je sais pas, dans le propos. Ça dit l'inverse de ce qu'il veut dire, non? Bah, en gros, ça dit lui, il veut de la musique et de la couille au cul. C'est ça. Ouais, c'est ça. je sais pas. En gros, donc pour lui, quelque chose qui a de la couille au cul, c'est bien. Donc écoute, vas-y, fais ce que tu veux de ta vie, mec. Y a pas de souci. Il faut kiffer la life. Après toutes ces scènes, on arrive à Alcatraz et il semblerait que ça a été vraiment tourné là-bas. Alors, je sais pas dans quelle mesure ça a été tourné là-bas parce que les décors sont assez ouf quand même. Ils sont vraiment bien. Ils sont restés assez longtemps parce que y avait une petite histoire comme quoi ils faisaient les allers-retours tout le temps pour aller sur l'île tous les jours. Oui, dans la le baie matin, dans la baie et ça faisait chier Sean Connery. Sean Connery a fini par habiter sur un petit mobil-home sur l'île pour pendant, je pense, Sir Sean Connery. 2 semaines, un truc comme ça. À ce moment-là, Sean Connery, il était vraiment intouchable, ce qui fait qu'il y a pas mal de films où il a vraiment fait son roi, dont celui-là. En tout cas, le duo Nicolas Cage-Sean Connery fonctionne très bien, je trouve. Oui. On disait qu'on était au moment un peu top de la carrière de Nicolas Cage, mais je pense pareil pour Sean Connery. Sean Connery, bien sûr, dans les années 60, 70, James Bond, tout ça, mais je trouve qu'il a apporté tellement au cinéma dans les années 90, parce que pour moi, c'était un peu le premier acteur d'action qui vieillit et qui assume être vieilli. On l'a vu dans Indiana Jones, c'était le père du héros, et voilà, un petit peu perdu. Là, il est entre les deux, il est toujours dans l'action, mais à côté, il est censé se lever la nuit pour pisser et tout ça. Et je trouve qu'il a apporté vachement au cinéma d'action parce qu'il en avait déjà du recul. Ça fait marrer la Il y a une réplique comme ça. Oui, parce qu'il y a une réplique comme ça. Ouais, ça me fait marrer. ça, c'est pour. Encore une fois, il y aurait eu beaucoup de manières pour signifier qu'un personnage est vieux. Et là, on essaie de le signifier par. Et moi, je me lève 3 fois la nuit pour aller pisser. Oui, non, c'est au tout début, c'est quand les mecs du FBI se posent la question est-ce que c'est bien de relâcher un mec qui s'évade de partout pour ça? Il fait à l'époque, oui, mais là, aujourd'hui, comme nous, il doit se lever 2 fois la nuit pour aller pisser. Ça va pas être un problème de sécurité nationale. Encore une fois, ce film est estampillé, marqué années 90. Ouais, il y a de l'argot, il y a un truc comme ça, il y a une irrévérence. Mais du coup, pour en revenir au décor, je me disais, je sais pas dans quelle mesure ça a été tourné à tout dans Alcatraz ou pas, mais les décors sont super chouettes, quoi. C'est impressionnant. Les sous-sols, je sais pas si c'est vraiment là-bas. Les sous-sols, non. D'accord. En ce qui concerne les douches et tout ce qu'on voit au même niveau, là où ils vont désamorcer les ogives, tout ça c'était tourné à Alcatraz. Le phare, forcément aussi, les prisons. pense, oui. Alors en plus, il a une manière de filmer ça où tu vois des fois les économies de moyens, enfin entre guillemets les économies de moyens, parce que c'est quand même un film qui a coûté un paquet de pognon. Mais par exemple, il y a une explosion où tu sens qu'elle était un peu cheap parce que tu vois qu'il décolle de 30 cm. Mais il a filmé ça de suffisamment près et un petit peu avec la caméra débulée pour que ça passe. Franchement, et t'as les fameuses scènes aussi qui se faisaient beaucoup à l'époque où t'as une explosion qui est censée être énorme et du coup il en filme plusieurs et il les met les unes à la suite des autres. Donc tu vois qu'elle s'arrête un peu, donc il coupe, il en met une autre et tu sais à chaque fois. D'ailleurs, j'adore la scène où ils disent qu'ils vont les cramer. Le mec met une bombe de quoi 40 cm. C'est une bombe au napalm qui fait une flamme sur 2,5 km. Mais du coup, j'aime bien parce qu'il y a une scène où il y a tout un truc psychologique où il dit putain on les a butés quand même et tout.
2 minutes après, il en reste 2. Ah ouais, on balance des bombes, on les défonce. Bon, bah, c'est pas grave. Oui, mais tu vois que cette scène de douche, c'est une de mes scènes préférées des années 90 et de ce genre de film. Faut peut-être qu'on la décrive, cette scène de douche, Alors, parce que les gens vont. La scène de douche, c'est donc une scène où l'unité d'intervention avec Sean Connery et Nicolas Cage arrivent, ou en tout cas sont censés arriver par les douches à un endroit qui normalement est censé être désert, sauf que ils se sont fait repérer par les ennemis et en fait ils se retrouvent encerclés par l'ennemi et Ed Harris au-dessus d'eux qui leur demande de lâcher leurs armes. Je ne donnerai pas cet ordre. Et justement, en VF, je la trouve beaucoup mieux cette scène. Ouais. Et oui, elle est l'overacting pète de partout. C'est Mais vraiment elle est géniale. voilà, comme tu as dit, entre personnages qui fait je ne donnerai pas cet ordre. L'autre qui dit mais vous êtes malade. Dieu sait que vous avez raison, mais Je suis derrière vous, les gars, c'est une bonne cause que vous faites, mais D'ailleurs, même la je suis VF, Marines, vous avez tous juré devant le drapeau des États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, la VF en remet un coup parce qu'il dit on connaît que des pecs qui se sont fait chier dessus par le Pentagone. oui, d'ailleurs, je disais que c'était pas trop patriotique, mais quand même, parce que le film commence sur des drapeaux, sur des. Non, le film. l'hymne. Comment tu peux dire que le film est pas trop Non, mais patriotique par rapport Déjà, à certains autres films de Michael Bay, mais c'est vrai que et quand ensuite, même, il y a tout. mais Et en justement- plus, dans la scène d'intro, il y a cette subtilité que Michael Bay, que on te met une scène triste, et bah mec, il flotte. Mais il flotte, hein. C'est il a mis. limite, ils ont des tenues de plongée, les gars. Le mec, il a mis quoi 10 arrosoirs, tu sais, sur le gars, tu dis, En plus, il a tu vois, trois tu vois un peu le soleil derrière. tu sais qu'il s'est dit ah merde, putain, il fait super beau, fait chier. Et du coup, ils ont mis un espèce de grand panneau pour cacher la lumière. Et le gars, il est en train d'essayer de parler, il a de l'eau plein la bouche. C'est tellement triste. D'ailleurs, c'est un truc dont s'est moqué le Golden Moustache dans une de leurs vidéos. Et pareil, derrière, il y a la scène où Ed Harris arrive pour piquer les armes, justement, dans la base où c'est marqué en gros il y a des armes ici, venez nous les voler. Et pareil, il flotte, mais laisse tomber. Et donc les gars, ils sont là, tu les vois à peine. Moi, je trouve très, très belle ces scènes et je trouve que de manière générale, la photographie de ce film est quand même super belle. On sent la petite patte de Michael Bay. Les flares commencent à poindre. C'est plus, il en fait pas trop, mais c'est surtout des petites zones brumeuses qui vont bien découper les rayons des contres et tout ça. Tu vois des beaux rayons de lumière qui vont rentrer dans le cadre. Il a cette lumière bleue, cette lumière jaune qui lui est un petit peu spécifique qui est là. Il y a une tonalité verte qui est beaucoup là avec le gaz toxique aussi, mais il l'utilise un petit peu moins. Mais je trouve que la photo est vraiment très très belle et même les premières scènes où oui, on est sur le patriotisme, le patriote qui est vraiment rongé dans sa chair et qui veut se venger de son propre gouvernement et il pleut et je trouve que ces images sont belles. Et enfin, pour revenir sur le patriotisme, alors oui, c'est Michael Bay, on parle que de ça, c'est un des plus beaux sentiments qui soit le patriotisme, mais là, au moins, il commence à poindre, alors je dis poindre, parce qu'il va pas non plus super loin, mais à poindre les dérives de ce patriotisme. Et moi, j'aime bien ces échanges qu'il y a entre Sean Connery et Ed Harris sur patriotisme versus terrorisme. Où commence le patriotisme, Oui. où commence le terrorisme. Et je trouve ça assez sympa, cette bataille de malheureusement. de dictons, enfin de Malheureusement, citations Michael célèbres. Bay a vite oublié parce que dans ses autres films, on Bah ne voilà. voit plus trop. Ouais, C'est mais- ça. Là, au moins, quand même. il essaye. Mais c'est vrai qu'on retrouve quand même beaucoup le style de Michael Bay avec très longue focale sur les avions et tu sais au-dessus du pont de San Francisco avec Oui. le soleil qui se couche au bout, les hélicoptères devant. Enfin ouais, c'est très. Bah, c'est pareil, là, ou comme dans Transformers 3 dont on parlait, on retrouve Michael Bay dans la transmission des ordres militaires. Tu vois, parce qu'on sent vraiment une transmission. Quand un gars donne de l'info, par exemple à la fin Bah du oui, film, il hurle, sans, quoi. sans trop spoiler, c'est un gars qui voit la fumée, qui transmet l'info à son commandant, qui retransmet l'info Oui. à l'état-major et qui doit prendre une décision. Tu vois, il y a vraiment ce fil d'information que je trouve assez bien. Et du coup, pendant qu'on y est sur le style Michael Bayen, j'ai aussi remarqué, j'avais beaucoup craché sur son style dans le Transformers 3, comme il filme la meuf qui descend de voiture en courte focale et contre-plongée. Bah, en fait, il l'a déjà fait dans celui-là. Quand il rentre dans la Ferrari, c'est à peu près le même plan, mais sauf Oui. que de l'autre côté de la Ferrari. Mais bon, là au moins, c'est un acteur en pantalon et de dos. Donc ça passe quand même vachement mieux. D'ailleurs, Mais on voit vraiment tous ces plans signatures, je c'est ça. pense, sont dans ce film. et sans trop spoiler, mais quand même à la fin, il vole une carte à puce Oui. avant de lui dire t'aimes bien Rocketman et puis il l'envoie. Ouais. Et après, il continue à le poursuivre pour choper la carte à puce alors qu'il n'y a plus de missile pour l'envoyer. J'ai pas tout capté. Enfin, super trouvaille d'ailleurs ce truc là de mettre une boule dans la bouche là. Il est tout. Oh. Alors d'ailleurs, on te truc, Nicolas Cage d'ailleurs, en le revoyant, il dit bien, faut pas le toucher. Alors il le touche bien après. Oui, c'est vrai. Bon, bah, Oui, mais il avait dit aussi que au moment où tu le touches, après, t'as plus de 10 secondes pour te mettre une. Donc là, il sait qu'il va pouvoir s'injecter une seringue. Non, je te rappelle qu'il prend la boule et il la met dans sa veste. Hein. Oui, non, ouais. C'est à partir tu du veux dire moment ça, où elle d'accord. explose Ah, mais qu'il y a non, un problème. Mais... Oui, mais Alors la qu'à la configuration, c'est un réceptacle. Donc, D'ailleurs, il se tant qu'elle bastonne. n'est pas mais- cassée, cette boule, oui, c'est mais pas bien, quoi. Encore une fois, quand il la présente à Nicolas Cage, à Sean Connery, quand il lui demande de l'enlever, il dit bien, faut pas le toucher. Non, il dit Non, faut c'est pas pas le secouer. Je crois. Ah, vous verrez, j'ai bien. Ah ouais Il dit faut pas le toucher. C'est pour ça qu'il le prend par le socle.
Parce que sinon, il le prendrait comme ça. Ouais, mais tu vois. peut-être que Sean Connery ne Ouais, peut pas mais le toucher, mais lui, oui. Oui, Voilà, c'est plutôt ça. il a l'autorisation. C'est quand même très drôle parce que pendant les 3 quarts du film, ils te disent que limite, faut le déplacer millimètre par millimètre. Vers la fin du film, il te le prend comme ça. Il fait Ça roule sur le il a une toit. baston où il a une truc dans la poche, tu sais. Genre, il tombe dessus, le gars, Mais oui. il lui D'ailleurs, met le des coups dans truc, les- tu sens le problème de montage parce qu'il est dans sa poche. Moi, je te dis qu'il est dans sa main. Bah non, on l'a mis un peu. Et bah, c'est pas grave. Là, maintenant, on dit qu'il est dans sa main. Il y a une petite ellipse que t'as pas vue. Non, mais la caméra tremble trop, tu pouvais pas tout voir, mais ouais. Mais ouais, mais même les scènes what the fuck, elles passent un peu dans ce film, parce que pour moi, on a parlé un petit peu de la poursuite Hummer, Ferrari, qui est un petit peu n'importe quoi, le tramway, mais ça passe aussi. Il y avait aussi cette scène, justement, dans les mines. Enfin, dans les mines, dans les sous-sols Et vous appelez ça d'Alcatraz. une mine. Ouais, c'est ça. T'as l'attraction de Disney, le petit train de la mine et tout ça. Ils font un petit parcours, c'est quand même assez ouf. Et Ça m'a beaucoup ça fait passe, penser à Indiana Jones. quoi. Ouais, mais voilà, c'est ça. Bah non, mais c'est pour le. Alors attends, à quoi ça Ah oui, sert ce d'ailleurs. wagon à la base? Ce passage-là, la VF, elle est aussi très bien parce que t'as Sean Connery qui se retrouve avec le pied, il est emmêlé dans une corde, il se retrouve la tête en bas. T'as Nicolas Cage qui fait ça va Et il fait bah, bien sûr que ça va, espèce de connard. Oui, c'est ça. Oui, oui. Là aussi, pareil, le petit connard qui sert à rien, genre. Espèce de connard. Si je te demande si ça va, putain. Et juste après, les deux choux, parce qu'il dit hey, il y en a qui arrivent, où ça? Ah bon? Mais il y a juste où la ça main par là. Et, ah oui, Ah. et le plan où il y a juste la main qui sort du truc en faisant comme ça. il est très très drôle. bien ce plan, oui. Oui. Non, non, il y a pas mal d'humour. Il est fait très bien. Ouais. Et je trouve que les blagues fonctionnent bien et c'est moins. C'est le seul plan qui a C'est vieilli. plus fin que ce que Michael Bay a fait ensuite, c'est vrai. C'est le seul plan, je trouve, qui a vieilli du film. C'est ce plan où Nicolas Cage prend enfin une arme et tire avec. Et il hurle en même temps qu'il dégomme le gars. Et il fait, Oui, puis j'aime bien le côté genre, je sais pas, tirer, tuer quelqu'un. Et la première balle est compliquée. Par contre, les 6 suivantes sur le même mec, il n'y a Oui. aucun problème. C'est genre, c'est bon, il a compris. En fait, le monsieur, il je libère crois. sa frustration parce que Ouais. ça fait. Non, mais ça encore, ça passe. C'est juste que l'acting est un peu. Bon, c'est Nicolas Cage, mais ça fait une demi-heure qu'on lui hurle à la gueule qu'il n'est pas compétent, qu'il a rien à faire ici. Tu vois, on lui dit ouais, vous êtes pas... c'est confidentiel, vous n'êtes pas dans le secret. Phrase qui va C'est ressortir. secret défense. 4 fois. Elle passe bien, je trouve, cette vanne. Elle passe bien la secret première fois, défense. mais surtout et- au bout d'une demi-heure, tu commences un peu à en avoir marre. Et elle passe de personnage en personnage. Oui, en Parce plus, qu'au voilà. tout début, on dit ça à Nicolas Cage qui n'en sait pas assez, donc il y a Léo Ponte qui lui dit secret défense. Il se venge en le disant à. Sean Connery. Parce qu'il le dit dans la voiture. Dans la voiture, tu sais, il essaie d'appeler sa meuf en disant on vient pas à Los Angeles. Oui. Ah Il dit, oui, c'est qui d'accord. Il dit, Il bah, le dit c'est d'abord à Sean confidentiel. Connery, il le redit ensuite à un autre mec, et après Sean Connery le redit ensuite. Tous les personnages en fait l'entendent et elle va partout cette vanne. C'est rigolo. D'ailleurs, vous avez compris pourquoi il lui jette une pièce à Sean Connery pendant l'interrogatoire? Oui. Il dit juste je vous laisse une pièce. C'est Non, dit- non, C'est il pour dit- qu'il appelle son avocat. Voilà. Ah d'accord, ok, parce que moi j'avais pas fait Mais je suis attention. d'accord guillemets, que c'est la pièce que quand tu vas arriver, tu fais en plus il y a un plan juste pour elle, tu fais ça va faire quelque Surtout chose que cette personne pièce. ne regarde la vie de Santin, c'est genre lui il se balade tranquille, ils sont tous dos au truc. Tu sais. Surtout normalement tu fais un cercle, mais et là ça fait rien. Puis le coup de pression, juste avant, on te présente Sean Connery en étant genre, c'est un espion qu'on Oui, a il est coffré. menotté par 3 points, quoi. Il a des secrets défense que tous les pays veulent s'arracher. Du coup, ce mec n'existe pas. Chez nous, il n'existe même plus en Grande-Bretagne, qui l'ont totalement désavoué. Donc ce mec n'existe pas. Et là, tu lui dis, bah tiens, prends une pièce pour appeler ton avocat. Mais quel avocat? Ça fait 30 ans qu'il est caché de tout Oui, le mais monde. c'est pareil quand il dit à sa fille tu es la seule preuve que j'existe. Oui. Bah si, il y a toi en fait qui prouve que Mais non, parce qu'il n'existe pas lui officiellement, mais oui. Oui, mais là, on arrive dans le côté métaphorique en fait de l'existence. Et je pense Pourquoi que Karl Lagerfeld intrinsèquement, on ne peut pas soi-même valider sa propre existence. On a besoin de l'autre pour c'est exister. vrai. Vous avez remarqué que Sean Connery est au moins aussi rapide que Batman. C'est-à-dire qu'à la fin, à un moment, il parle à Nicolas Cage. Nicolas Cage baisse la tête, le temps qu'il la relève, il est à l'autre bout d'Alcatraz pour faire un joli plan. C'est vraiment le cliché de Batman qui disparaît pendant que tu lui parles, quoi. Mais ouais, c'est son deuxième film à Michael Bay. Il avait juste fait Bad Boys avant. Je me demandais comment il s'est démerdé pour commencer par un Bad Boys direct. Et Bad Boy, c'est un très petit budget. C'était le début de la carrière de Will Smith. Hein. Ah ouais? C'est 30 ou 40 millions hein. À 95, le début de la carrière de Will Smith, ah bon? Il était pas au jeune. cinéma. D'accord. Avant, c'est Le Prince de Bel-Air. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Ok. Parce qu'il a fait Bad Boys, il a fait quelques films, et après, il a fait Men in Black, il a vraiment révélé internationalement. Independence Day 96, un an avant Men in Black. Alors, D'accord. c'est quoi pour vous le plus mauvais film de Michael Bay et le meilleur? Moi, son meilleur film, ça serait. Putain, je l'ai vu, mais je l'ai oublié. 13 Hours. 13 Hours, c'est vraiment Mais je l'ai excellent. pas vu. C'est vraiment très très bien.
Moi, j'aime bien Armageddon, en fait. C'est super con, mais je trouve vraiment cool ce film. Armageddon, le seul film où il y a de la gravité sur la Lune. C'est pas sur la Lune, c'est sur un astéroïde. Ça n'a rien à Oui, mais voir. il y a de la gravité sur l'astéroïde. À un moment, il se lance des tuyaux et les tuyaux rebondissent. Non, alors ça c'est pas un problème. Le problème, c'est que les règles changent tout le temps pendant le film. C'est-à-dire qu'il y a des moments oui, des moments non. Enfin, ouais, mais c'est compliqué, même dans les séries Hard Science où ça se veut assez. Oui, mais t'es sur la Lune, à la surface lunaire, tout le monde fait des petits sauts. Et dès que tu rentres dans ta base lunaire, hop, il y a de la gravité qui débarque de nulle part. Je crois que c'est la NASA qui a déclaré que c'était le pire film sur l'espace au niveau incohérence. Ils s'en servent justement. Enfin, je sais pas si c'est une légende ou pas, mais il me semble que c'est vrai que ils se servent d'Armageddon pour faire relever toutes les incohérences pendant des cours. J'ai lu plusieurs articles où il a dit qu'il y avait plus de 300 erreurs entre eux. Alors là, c'est vraiment tout compris entre la formation des astronautes. Tu vois, c'est vraiment tout compris. Ouais. Ah non, il n'y a pas de formation d'astronaute, il y a des formations de foreurs qui sont formés en tant qu'astronautes. Foreur spatiale. Après, je suis d'accord, Armageddon est bien, mais moi, au final, je pense que je pensais déjà ça, et en revoyant hier, je pense que Rock, c'est son meilleur film, tout simplement. Ouais, comme je dis, Rock, il est très bien. Il a tout, il est le plus sobre, il va pas dans la surenchère constante comme il fait, qui peut, selon moi, paraître un petit peu dégueulasse de temps en temps, pas pertinent en tout cas. Il y a tout, Michael Bay. Ceux qui aiment Michael Bay, il y a tout ce qu'il faut dedans. Ce qui est vraiment bien avec Rock, c'est que ça se faisait beaucoup dans les années 90, moins maintenant, c'est qu'on a vraiment le film qui rebat les cartes en milieu de film, tu vois. C'est qu'on commence sur un film où c'est une équipe d'intervention, tu vois, c'est un peu ça, tu vois, l'histoire. C'est une équipe d'intervention avec un allié et un psychique rigolo qui va aider à déjouer un attentat, en tout cas une prise d'otage. Et en milieu de film, on te dit, bon, bah finalement, il n'y a plus d'équipe d'intervention, il ne reste plus que l'outsider et le cas dont personne ne croit. Et c'est une manière de changer un peu, un changement mineur, mais du genre du film. La musique, il y a un rapport à la musique qui est super sympa quand un personnage meurt, donc il y a un côté très patriotique qui est là. La musique en fait des caisses. Hein. La musique en fait toujours des caisses, le thème principal, je l'aime bien. Et genre, je vais pas dire qu'il y a un militaire qui meurt, côté patriotique, hop, la musique passe en mode petite trompette. Mais l'action se continue et dès que la caméra sort, hop, c'est léger fondu. En une seconde, tu passes la petite trompette patriotique, on pleure quelqu'un, ça explose et ça tire, quoi. En parlant de musique, il y a un truc, en le revoyant, qui m'a assez surpris, c'est qu'il y a un thème qui est joué à la flûte de Pan. Et généralement, la flûte de Pan, je dis bien traditionnellement, on la garde pour des trucs, tu sais, quand on parle de l'Asie ou d'un personnage asiatique ou quoi. Il y a aussi le thème qui est rejoué à la fin du film quand il doit aller le chercher. Dans l'eau ? Non, ouais, voilà. C'est un thème qui joue à la flûte de Pan. Et j'ai fait, tiens, c'est marrant qu'on ait ce thème-là à ce moment-là. Enfin, après, justement, je suppose qu'on n'est pas que de la flûte de Pan pour nous parler de l'Asie, mais je trouvais ça surprenant. Ça me choque pas dans un film d'action. Non, mais moi non plus, ça me choque pas, mais ça m'a surpris. Flûte de Pan. Dans un film d'action. Parce que les pistolets, il fait Pan. Moi, j'aime bien. Mais pour revenir à ce que tu dis, le film a quoi, 26, 27 ans, et le rythme, il est toujours aussi bon. C'est-à-dire que ça dure 2 heures, mais à quel moment c'est même pas tu t'emmerdes, c'est que tu vois pas le temps passer, quoi. Ah oui, ça le temps, t'as un bon rythme. Et pourtant, on raconte beaucoup de choses, quoi, dans ce film. C'était un problème que j'avais beaucoup avec Transformers 3. C'était vraiment un rythme effréné, mais trop, et ça ne va pas. Et là, je trouve que oui, on s'ennuie pas. Oui, c'est haletant, ça ne s'arrête pas, mais malgré tout, tu respectes quand même des courbes rythmiques où pour apprécier un climax, il faut que tu aies une petite pause avant et un truc comme ça. C'est cyclique, tout est cyclique dans l'art. Et là, je trouve que malgré tout, malgré son rythme effréné, il arrive à maintenir un semblant de ça. Et ouais, bravo, quoi. Ce qui fonctionne extrêmement bien, je trouve, dans le duo Nicolas Cage et Sean Connery, c'est qu'il y a quand même des moments où pendant tout le film, on va dire que Sean Connery, c'est lui qui met un petit peu des taquets à Nicolas Cage, tu vois, la scène où il tente, leur équipe vient de se faire buter, et l'autre le demande de le reprendre le contrôle de la situation. Il se trouve avec le canon du flingue dans le nez, et au moment où on lui dit, vous avez repris le contrôle de la situation, il lui fait, non, pas encore. Non, maintenant il a mon arme. Non, il a toutes les armes. Oui, parce que mais je peux pas y aller, il a une arme. Et vous avez quoi, je sais pas, un pistolet en plastique. Un pistolet en plastique. Ah oui, non, bien sûr, j'y vais. Et bon. La scène où justement on est sur le terrain du personnage de Nicolas Cage où il va désamorcer la bombe, là c'est lui qui lui met des taquets, tu vois, parce qu'il donne le truc, il fait surtout bougez pas. Ouais, c'est ça. Et lui il fait oh là là. Ouais. Très bien, bah voilà. Je crois qu'on a à peu près tout dit. On a fait le tour sur ce film. Et sur ce, je vous propose qu'on passe à la bucket list. Cette liste, c'est le bien absolu. Cette liste, c'est la vie. Le choix. Le problème, c'est le choix. Alors, aujourd'hui,
on va vous parler de films adaptés de séries. Et, En tout cas, des films qui prennent comme base un univers préexistant. Oui, voilà, c'est ça. Donc, soit que ce soit une suite à la série, que ce soit Une adaptation, extrait un de l'univers reboot. de la série. Ou même un préquel. Qui veut commencer? Moi, je vais conseiller, je vais aller rapidement parce que je l'ai déjà un petit peu évoqué. Ça vous parle, vous, Naked Guns? C'est le titre original de la série policière réadaptée en Y a-t-il un flic et voilà. tout ça. J'ai fait une petite série qui était assez rigolote. Et qui durait qu'une saison. Ouais, je crois. c'est une saison, c'était assez rapide. Et voilà, le déclinaison en film. Et je trouve que cet univers est tellement bien. Et on sent voilà, cette génération de comiques, ce style qui était à la base peut-être que des sketchs destinés à être. Alors, on va repréciser, télévision. c'est un film Ouais. des frères Zaz. Enfin, ils sont pas frères. Des Zaz. Des frères Zucker et de Abraham. Voilà. Zucker, Abraham, Et qui Zucker, qui donnent les Zaz. Voilà, et qui raconte l'histoire d'un flic. Et donc qui est l'histoire d'un flic teubé. totalement teubé, ouais, c'est ça. Qui fait n'importe L'univers quoi. aussi est teubé, il n'y a pas que lui. Hein. Ouais, et ça joue beaucoup sur les codes. Genre, Les codes des séries policières. La fin du premier épisode, à la fin des séries policières de l'époque, il se passe résolution de tout, on rigole, beau sourire, et là, au freeze, on fait un pause de l'image, Oui. et il y a le générique qui arrive. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une pause en tant qu'acteur. Oui, Donc, il ne font genre, bouge pas, bougent mais plus. on voit qu'il bouge plus. Oui. Il bouge plus, et là, donc tous les policiers sont en train de rigoler, haha, comme ça, et là, il y a le truand qui vient de se faire arrêter, qui est au milieu, et qui lui continue à bouger, et qui voit que, mais personne ne me regarde, et, du coup, et pendant le générique, tu vois le brigand qui se casse derrière. Enfin, que des codes comme ça, mais Oui, c'est pas dans d'autres films, ubuesque, il s'arrête c'est, de bouger, mais en fait, le gars, il est à côté d'un ventilateur et sa cravate, elle arrête pas de bouger. Ah, il y a et on ça. voit ça. Mais oui, il y a les codes qui sont pas mal tournés en dérision. Par exemple, dans les films policiers, il y a forcément la scène où il va rencontrer un informateur qui doit payer. Souvent, c'est je sais pas, et on lui donne $20, et là, je sais et tout. Sauf que là, comme chacun demande des infos à l'autre, il se rebalance le billet, Oui, le c'est ça. même billet de l'un à l'autre. Ça, c'est très Oui, drôle. parce que l'indique au bout d'un moment fait. Et vous avez besoin de cette information, pourquoi? Ah bah ça, je te le dis pas. Et tiens, je te file $10. Ah bah c'est pour telle enquête. Ah bon, et du coup, ouais, Et quand la c'est scène très fort. finit, le billet est revenu à la personne qui le portait. Donc en fait, ça n'a servi à rien. Alors moi, je préviens tout de suite, je n'ai pas vu la série qui a été faite avant ce film, donc je pourrais pas juger la qualité, mais j'aime beaucoup le film. Et on parlait de Will Smith, justement, je vais parler de Wild Wild West. Ah, Oh, Wild West. Parce que je le trouve vraiment cool, ce film. alors il est très différent de la série. Hein. Ah ouais? Ah oui. Je sais pas, je l'ai pas vu. La mais- série se vaut beaucoup plus, entre guillemets, terre à terre que ça. Mais il y a quand même ce côté un peu savant fou dans la série Non. du gars. Ah bon, même pas? Non, non. Ah bah, bon, bah, Non, il y a peut-être partiellement sur certains épisodes, mais non, t'as juste le côté un peu fantasque, ces deux personnages qui sont potes et qui se vannent en même temps, qui sont charmeurs Voilà, et tout ça. mais Mais sinon, non, c'était. il n'y a pas la grosse araignée. Ah, la grosse araignée, Non, elle non, est trop c'est cool. du Le western à la billard base. qui se retourne dans le c'est quand même un train des et films tout. les plus cons que j'ai jamais vus. Hein. Ah, j'aime beaucoup. Franchement, la scène il y a une scène qui m'a beaucoup marqué, c'est la fameuse scène dans le champ de maïs où ils ont Ah des bah colliers oui. avec. Ça marche super bien, quoi. Ça, c'est. Non, Ça, j'aime- c'est le fameux trope de on veut tuer des gens, on pourrait les tuer d'une balle dans la tête et ça serait réglé, mais non, on va concevoir un jeu de ces C'est ça. machiavéliques. Non, mais puis je trouve Et que Will puis, Smith est pas mal dedans et il Lancer fait des bien marrer. lames circulaires juste par attrait magnétique et elle continue de voler toujours à une distance. Oui, alors respectable c'est pareil, je te du rappelle sol. qu'il y a une araignée qui fait 200 mètres de haut. Si on veut chercher Ouais. les incohérences, il y en a. Hein. Et au niveau scientifique, je crois, science et vie, ils ont dit. Attends, tout ouais. n'est pas possible. Attends. Les mecs sont dans une locomotive où il y a un billard qui peut se retourner. Ça, ça se fait, hein. Ça, c'est cool comme idée aussi. Oui, mais quand tu vois que c'est juste pour faire chier Will Smith qui le fait. J'aime bien la scène aussi où il est dans le. Je crois que c'est au tout début où il est dans le château d'eau. Oui, c'est dans Qui, au tout qui, début. qui se casse la gueule. Enfin bon, bref, j'aime bien ce film, mais la série, je savais pas qu'elle était aussi éloignée, quoi. Ah oui, c'est Ouais. juste, c'est Bah, juste des pour années le 60-70, non C'est ça, ouais. Alors, moi, je vais vous parler d'un film. Alors, j'avais déjà un peu évoqué Serenity, qui était la suite de Ouais, mais la série t'es obligé d'en Firefly. parler parce que j'allais en parler sinon. Ouais, de Josh Whedon, qui nous raconte donc que c'est dans un univers de science-fiction qui mélange de western. Parce qu'on nous explique que comme l'univers s'est agrandi, la population asiatique a pris tellement de place que je crois que tout le monde parle à peu près couramment le japonais, en tout cas le mandarin. Ce qui est assez, en fait, c'est une bonne idée parce que du coup, toutes les insultes se font en japonais. En Ça chinois. permet- En chinois, excuse-moi. Du coup, ça permet de pouvoir entendre un truc sans que ce soit censuré. Ouais, tu dis Et pas d'avoir tu dis pas le fuck. Et surtout, des fois, dans la série, ils font des longues phrases d'insultes où tu te dis, oulala, qu'est-ce que ça voulait dire? En tout cas, ça sonnait pas bien. Et ouais, le film, je trouve assez excellent, même s'il a fait un sacré four. Hein. Il a fait même pas 10 millions de recettes aux États-Unis. Mais déjà, c'est un film que je vous conseille parce que Josh Whedon met tous les thématiques qu'il aime bien, à savoir les films qui se concentrent sur une équipe. Parce que Buffy contre les vampires faisait ça. Et ce film-là le fait aussi. Et l'anticonformisme et surtout l'anti-militarisme. Donc voilà, c'est ma première reco pour l'instant. Alors, je vais un peu tricher pour Ah là là. celui-là. Je vais Ce ne parler. sera que la 40e fois. Je vais parler d'une série que César m'a fait découvrir et que j'aime beaucoup. Evangelion. Et oui, voilà, c'est ça. Ah bah Mais voilà. alors, moi, je dis Évangélion. Voilà. Bah oui. En fait, c'est un peu de la triche. Pourquoi? Parce que la série. En gros, c'est une saison, Évangélion. Saison C'est tout. 24 épisodes ou qui est 25. vraiment. Une saison
Ouais, 24 ou 25 Ouais, épisodes. qui est vraiment très 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 bien. Enfin, je vous Très, conseille très, très, cette très, série. Elle est vraiment très, 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 très bien. Très, Voilà. très, très, très bien. Sauf que à la fin, l'auteur, en fait, le Et décédé. créateur, s'est pris une avalanche de haine par les gens parce que les gens ne comprenaient pas la fin. C'était trop compliqué. Et en fait, les gens ont détesté la fin d'Evangelion, alors que Evangelion. S'il y avait que alors la que fin moi, qui était compliquée. Non, mais voilà. Ah non, mais moi, c'était compliqué, mais après, à la fin, tout le monde s'attendait peut-être à un truc genre, ah ben, il va nous expliquer. C'est Et ça. après, non, il a rajouté encore des nœuds de complexité. Ouais, mais moi, tout ça m'avait pas Et donc, dérangé. suite à ça, il y a un film qui est sorti au cinéma où il refaisait la fin, qui est un film qui doit durer 1h30, quelque chose comme ça. Et en plus, je me souviens que ça a été fait dans des conditions un peu catastrophiques. Et le film est cool parce que ça part sur un truc un peu plus blockbuster que réflexion intérieure, on va dire. Et là, surtout, il va changer un petit peu son fusil d'épaule. Il va faire souffrir certains Voilà, personnages c'est ça. de Et- manière encore plus dure que Voilà, l'autre. c'est ça. Déjà que faire souffrir ces personnages, c'est un truc qu'il aimait bien faire. hein. Oui, il aimait mais- bien ça, mais on ouais, était mais vraiment du du coup, côté il avait- métaphysique. Et là, on C'est ça. va un peu plus loin. Et donc, du coup, il va profiter de ce film-là pour y aller vraiment à fond. Et il y a des plans qui sont magnifiques dans ce film de fin et tout. Mais c'est vrai que c'est rigolo de voir un peu l'écart qu'il y a entre les deux fins. Tu parlais des fans de Star Wars en disant que les fans de Star Wars n'aimaient rien et aucun film. Ce n'est rien comparé aux fans d'Evangelion Ah bah qui oui. n'aiment aucun film de la saga Evangelion. Bah Il y en a alors, eu 4 ou 5. Si, je crois c'est que. un délire. Alors, en gros, il y a eu la série. Après, il y a eu un morceau de truc qui était sorti au cinéma, qui était un bout d'épisode et tout. Et après, il y a eu le vrai épisode qui est sorti au cinéma. Et au final, il y a quelques années, ils ont fait un reboot de toute la franchise qu'ils ont sorti en animation. Et je crois que c'est des films qui regroupent à chaque fois 4 ou 5 épisodes. Enfin, je suis pas sûr de ça, mais apparemment, c'est vraiment pas mal. Il y a un peu de tout. Il y a des films qui reprennent des bouts d'épisodes en apportant des scènes en plus. D'autres où ils ont refait toute l'animation, mais c'est les mêmes plans. En fait, juste qu'ils ont refait l'animation pour que ce soit plus. Un peu comme dans Ghost in the Shell, où vous avez refait un film en 3D, mais c'est les mêmes plans. Et moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que, et même dans le film, c'est qu'il y a des plans très longs. Ça prend vraiment Oula, le temps. oui. Non, mais en fait, Des c'est plans super qui agréable. durent 4 minutes. T'as un plan au bout d'un moment sur Miss. J'ai oublié son nom, la femme. T'as l'air quoi. très fan hein, quand même. Et en fait, le plan dure une plombe où tu la vois à côté du train et tout. Non, c'est très bien. Franchement, le film ne peut pas être indépendant de la série, mais franchement, voyez la série, c'est très, 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 très bien. Oui, alors que moi, Serenity. Moi, j'ai découvert Serenity avant de connaître la série Firefly. Ah ouais Ça passait. Oui, parce que dans la première scène, on te réintroduit les personnages bien et tout. Il y a un immense plan séquence qui te présente le vaisseau. Ok, suivant. Eh ben, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je ne savais pas que c'était tiré d'une série où il C'est rentre. Mission Impossible. Pas loin. Je vous dis Harrison Ford, accusé Le fugitif. à tort. Voilà, le fugitif. Je l'avais noté aussi. Ah ouais. Le fugitif. C'était très très bon film. Harrison Ford, Tommy Lee Jones. Oui, un homme. Un homme innocent enfermé à son insu arrive à s'échapper par un concours de circonstances. Mais tu connais beaucoup de gens qui s'enferment tout seuls, enfin par leur propre volonté. Ben oui. Tu veux dire accusé à tort, que t'es enfermé à leur insu. Oui, non, parce que Old Boy, il choisit pas non plus. C'est rare les gens Voilà, qui disent c'est- enfermez-moi, je veux être enfermé. monsieur. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, quand il sent qu'il va se transformer, il dit tiens, prenez la clé, enfermez-moi très très fort. Et voilà. Très Je bien. prends une petite voix comme ça quand je dis ça, c'est magnifique. Non, Fugitif, donc oui, très très bon film. Un homme innocent qui cherche à prouver qu'il n'a pas tué sa femme, qui est poursuivi par un US Marshal alias Tommy Jones, procédurier. C'est un tueur, enfin un tueur dans le sens. Non mais en plus c'est bien montré dans le film parce qu'à un moment il lui dit qu'il est innocent et le Demi-Jeune se répond je m'en fous. C'est pas mon boulot. Je m'en fous, c'est pas mon boulot. Je suis ça. pas juge, moi je suis là pour te ramener et tout ça, t'es gentil. Bon, au final, je vous laisserai découvrir le film si vous ne connaissez Oui, pas oui. pour savoir s'il change son fusil d'épaule ou pas. 2 fois que je place cette expression aujourd'hui, c'est un truc de T'as dingue. t'as vu la série? Enfin en tout cas pas tout. Eh bien mais- non, justement, je sais pas, j'ai pas vu la série. D'accord. Tu Moi, l'as regarde, vu j'ai vu quelques épisodes et c'est marrant, c'est la première fois où je me dis, tu sais, souvent on se faisait la réflexion, on se dit, tiens, c'est marrant, il y a un film, ça devrait bien être une série. Ouais. Pour la première fois, c'est une série, tu te dis, non, un film, ça serait suffisant. Hein. Enfin, ça sert à rien de faire tant d'épisodes pour ça, quoi. Je sais pas si vous avez regardé la série Entourage, qui est sortie il y a 10-15 ans sur HBO. Avec Marky Mark. De Marky Oui, Mark. qui était inspiré, qui était produite par Ouais. Marky Mark, qui était inspiré librement Par de sa Marky propre Mark. vie. J'aime bien qu'on dise bien Marky Mais tu connais Mark. toi Entourage Je connais Marky Mark, mais je connais pas Entourage. Regarde, Entourage, c'est très Déjà simple. Marky Mark, déjà il y a peut-être que nous qui L'histoire, comprenons. c'est- Voilà, c'est ça. C'est pas la première fois qu'on fait référence à Oui, Marky mais Mark. oui. Mais c'est Mark Wahlberg. Voilà. Voilà. Non, mais de toute façon, dès le début, on dit Marky Mark. Bon, Oui, bah, mais il y a ok, peut-être des vas-y. gens qui n'écoutent pas tout. Voilà. C'est leur problème. C'est leur problème. Si vous comprenez Pas pas. Marky Mark, c'est bon, cassez-vous. c'est un truc qui est vachement admis. Quoi. Entourage, c'est l'histoire d'un acteur montant qui commence vraiment à devenir très très célèbre dans les films. Et parce qu'il est un acteur montant et qu'il a vachement de thunes, il emmène toute sa bande de potes avec lui. Et c'est un peu lui qui finance Il la a vie de ses tout le monde, potes. ouais. Ouais, voilà.
Et voilà, enfin, après, sinon, si je dis la suite, je spoil. Et le film prend place après la série. Donc c'est un peu un final et tout. Et je trouvais que c'est ce que j'aime bien dans les films adaptés de séries, c'est que c'est la série avec beaucoup plus de budget, mais toujours beaucoup d'idées, quoi. Ok, moi je vais parler d'un film, je crois que je suis le seul à l'avoir aimé autour de cette table, qui est adapté d'une série française. Oh non, non. Je vais parler de Kaamelott. J'allais en parler, oui. Oui. Parce que moi j'ai bien aimé le film, j'ai trouvé ça cool. La série, je l'aime bien. La série, elle est cool, elle est culte, elle est voilà et tout. Mais je crois que les fans sont tellement relous que j'ai entendu les phrases tellement de fois que quand je vois un épisode, je fais ah bah oui, bon bah voilà, c'est ça quoi. Mais par contre, le film, j'étais allé le voir sans. Oui, bon bah super. Le gras, c'est la vie. Et j'étais allé voir le film sans grandes attentes et tout, même si j'aime beaucoup l'écriture d'Alexandre Astier et je trouvais ça super cool. Je trouvais que le rythme était pas mal. Je trouvais qu'il y avait peut-être quand même pas mal de vannes qui étaient recyclées de la série, mais malgré tout, il s'en sortait bien. Je trouve qu'au niveau du fanservice, ça va. La photo était bien. Ah bah, t'es bien le seul à le penser. Je trouvais que la photo était cool. La photo, elle fait téléfilm. C'est pas le premier truc que je mettrais en mal. Ça m'a pas choqué parce que même dans les. Je suis un très très grand fan de Kaamelott. J'ai aimé tout ce qu'il a fait saison 5, saison 6, quand il a commencé à sortir du format de 2-3 minutes pour passer sur du 20 ou plus long. Pareil, même à Rome, il fait tous les costumes, il fait toute la musique. Il y avait un côté téléfilm sur beaucoup de choses, mais malgré tout, ça passe. Et j'aime tout ce qu'il fait. Là, par contre, je suis pas à chier sur la lumière en disant c'est pas assez bon et tout ça. Moi, c'est le rythme qui m'a moins. Attends, on va le laisser. Ah non, moi j'ai fini percuté, là-dessus. Chier dessus, y a pas de problème. Non, mais la photo, je la trouve vraiment pas terrible, surtout quand tu vois les caméras avec lesquelles il est là. Ça fait vraiment. En fait, voilà, comme tu dis, il y a un rythme. Le rythme m'a pas tant dérangé que ça. Quand je regarde Kaamelott, je ne vois pas un film. Je vois un bout d'assemblage d'épisodes entre eux. C'est vraiment un épisode, un décor. Et après, on bouge des décors pour faire un autre épisode avec un autre personnage. Et après, on bouge des décors pour aller faire. Alors, j'ai quand même ri parce que, comme tu disais, l'écriture d'Alexandre Astier est vraiment toujours aussi bonne. Il a vraiment un talent énorme pour écrire les dialogues. C'est vraiment les dialogues, parce que c'est là-dessus que se repose beaucoup de Kaamelott. Carrément. Mais la dramaturgie ou la cinématographie, je l'ai trouvé vraiment très très pauvre dans le film. Bah justement, moi ça m'a pas dérangé, tu vois, parce que tu dis que ça fait très un lieu, un truc et tout. Je trouvais qu'on voyait un peu d'anciens films qu'on voyait, tu sais, que c'était des troupes de théâtre qui faisaient ça, le Splendide ou les trucs comme ça. Ah, mais j'ai aussi ce problème-là avec eux. Hein. C'était très un décor, une action et tout. Et justement, moi ça ne me dérange pas. J'ai le même problème avec La folle histoire de Max et Léon, que je trouvais être un assemblage de sketchs, et au bout d'une heure et quart, t'en as un peu marre, quoi. Tu vas voir un film où il y a un liant. Là, c'est vraiment, on passe d'une situation à une autre, on passe d'un accord à un autre, on passe de personnage à un autre, sans que ça a vraiment un liant. Tout. Je pense qu'il y aura des suites quand même. La suite, elle arrive soit cet été, soit en fin d'année. Mais là, elle est finie d'être tournée. Donc, Ok. Bah non, oui, j'avais bien aimé. Voilà. Après, c'est pas. On a eu des trucs bien plus mauvais que ça. Je trouve que juste que c'est le côté adaptation où il s'est un peu raté. Pour finir, ça fait longtemps que j'ai pas cité ce réalisateur que j'aime bien. Il s'appelle David Lynch, je sais pas si ça vous parle. Allez, vas-y, Twin Peaks. Ouais. Le mec, il a fait une série géniale. Il dit tiens, je vais en faire un film. Une palme d'or. Merci, ça fera bien sur ma cheminée. Tu vois. Non, voilà, on a un autre niveau les cocos. Mais Twin Peaks, une série. C'est même pas descriptible. C'est compliqué de la décrire. Tellement elle mélange des genres. À la base, c'est une jeune demoiselle qui est tuée. On cherche qui c'est qui a fait le coup. Et voilà, mais on est beaucoup dans la psyché des personnages. On est sur quelque chose qui est vraiment très torturé. C'est vraiment un film, comme la série est compliquée à décrire, parce que ça mélange le policier, le fantastique, le film social. Ça mélange un peu tout. Moi, ce que j'aime dans David Lynch, c'est comme je décrirais ses œuvres, on est devant comme de l'art abstrait. Tu vas voir une toile de Picasso, tu ne vas pas forcément, tu vas regarder Guernica, tu ne penses pas forcément à un terrain de guerre, tu vas avoir plein d'autres sentiments, etc. Je peux comprendre que des gens ne comprennent pas, dire non, je veux voir un tableau, je veux qu'on me raconte une histoire, ou enfin un film, je veux qu'on comprenne ce que je vois. Là, en fait, on est plutôt vraiment sur de ressentis primaires, et ouais, putain, c'est beau, c'est d'une... J'ai pas encore vu la dernière saison, mais ouais, c'était des saisons qui étaient assez éprouvantes pour moi à regarder, tellement on te met des choses mais sans te les expliquer. Et à force, c'est un peu frustrant. On n'est pas sur l'archétype scénaristique habituel, on n'est pas là pour te faire découvrir, te raconter un truc, on est vraiment là pour tester tes propres impressions aussi. Ouais, mais des fois, tu commences quand même la série où t'as un meurtre, donc tu penses que ce meurtre va être résolu, sauf que ce meurtre va amener, encore une fois, comme dans Lost ou comme dans plein de trucs, à plus de questions que de réponses. Mais est-ce que la beauté, c'est ne pas de se poser les questions plutôt que d'avoir la réponse? Oh là, je déteste ça. Non. Et moi, pour finir, je parlerai de l'agence Tourisque. C'est vraiment la dernière chance. Attends, au dernier moment. Le film L'agence Tourisque avec Bradley Cooper. Non. Oui, c'est ça. Ouais. Avec Charlton Copley, je sais jamais dire son nom.
C'est ça, ouais. Mon acteur préféré qui joue sud-africain. le pilote. Mais c'était pas très très bien, non? Arrête. Si, franchement, rigolo. c'est vachement- C'est En rigolo. plus, Bah ouais. À un C'est- moment, il chute en tank et il se freine avec la des chute. parachutes, ça n'a aucun sens. En tirant, ils freinent aussi leur chute. C'est beau. Là, c'est un film. Comment on pourrait décrire ça? C'est une équipe militaire, enfin en tout cas qui est des pseudo-militaires qui sont censés mener. Alors dans la série, c'est ça, c'est qu'on les appelle pour mener diverses actions dans divers endroits. Bah, au tout début du film, ce qui n'est pas le cas dans la série, ils font déjà leur mission et c'est des Black Ops, c'est des missions Voilà. mais secrètes, donc du coup pas forcément plus officielles, mais ils sont legit, ils sont légitimes par rapport à ça. Ouais, et j'ai trouvé que la série adaptait assez bien le concept pour un blockbuster, parce que dans la série, t'as ce qu'on a Futé, c'est ça, Ouais. qui est censé être un beau gosse qui va serrer toutes les minettes, et c'est lui comme ça avec sa belle gueule et sa tchatch qui va obtenir les infos. Serrer toutes les minettes. Bah oui, c'est comme Quel ça. âge t'as? Bah 35 ans. non mais c'est un peu parce que c'est un peu comme ça qu'il est présenté dans la série. En plus la série prend part dans les années 70, hein. C'est pour ça que je reprends un peu le vocabulaire. Et la série, il te montre un Bradley Cooper qui au contraire, c'est parce qu'il est tchatcher et tout qui se retrouve dans la merde au début du film. Donc, et c'est pareil qu'on donne une raison, parce que Barracuda, dans la série, on dit qu'il n'aime pas pour l'avion, mais on n'explique jamais vraiment pourquoi. Là, on donne une raison, et la raison, elle est plutôt assez compréhensible. Faut que je le revoie le film. Ça, mais- et surtout après, tu expliques bien Le que mec, il est en hélico, il pourrait échapper au missile. Il dit ce qu'il y a de mieux pour échapper au missile, c'est de faire la mort. Et il coupe les moteurs, les hélices s'arrêtent, Yes. et le truc pique. Et c'est au moment où le Black se réveille et le Black, il manque de tomber de l'avion. Il se fait rattraper au dernier moment par Bradley Cooper. D'accord, Et c'est de bah, là dont vient ce traumatisme. Et il y a une scène qui est très drôle, que je trouve vraiment mais à crever de rire. Parce que Barracuda, c'est quand même un gars qui a une certaine stature, quoi. Il fait 1m80 de haut pour 120 kilos. Et le mec, au moment où il veut monter dans un avion, vraiment, il se laisse tomber par terre. Non, je monterai pas. Et t'as Bradley Cooper qui fait t'es pas un enfant, t'as 30 ans maintenant, alors tu montes dans cet avion. il était militaire dans la division parachutiste. Oui. Donc il dit putain, moi je suis pareil, maintenant j'ai peur de l'avion, quand vous faites chier, bande de connards. Bon, bah moi, je vais terminer avec issu d'une série qui a de nombreuses saisons. Oula. Les Simpsons, le film. Ah, C'est quand t'avais pas d'idée, ça. Non, parce que je l'aime bien, ce film. Bon, alors, c'est sorti à une époque où... T'étais pas encore majeur. oh non, oh là, non. Loin de là. Oh, ah merde, ah ouais, attends, je suis vieux. Bah... Attends, j'étais non, trentenaire quand est sorti ce film. Mais rien du tout. Il est sorti quand? Il y a 10 ans, je crois, un truc comme ça. il est Ah, sorti... j'étais trentenaire quand est sorti ce film. il est sorti, j'avais 9 ans. Ah ouais, il est sorti quand? En quelle année? Il est sorti en 2007. Ah la vache. J'avais 18 ans. Et du coup, c'est en voyant ce film que tu as réalisé qu'il y avait plein de saisons et de séries avant sur des petits personnages J'ai jaunes. découvert Putain. l'univers avec ça, t'imagines? Non, mais du coup, je l'aime bien ce film, et puis je trouve qu'il est resté assez culte quand même. Il y a plein de vannes dont les gens se souviennent, le fameux Spider Cochon. Ah, le Spider Cochon vient de ce film? Ouais, ça vient du Oui, film. bah oui. Ouais, tout le côté du dôme. Enfin, je trouve que ça a marqué son époque, et je l'ai revu il y a pas si longtemps, et je le trouve toujours cool. Et justement, il a pas ce syndrome que vous trouvez à Kaamelott et que je ne trouve pas. C'est pas un long épisode des Simpsons. Je trouve que c'est quand même un film assez cool. Enfin, il est bien. Non, là, Franchement, c'est un revenez, film. il est Et bien. c'était encore dans l'époque où ils n'avaient pas encore viré de bord, parce que c'était encore le moment où le personnage de Homer Simpson était encore assez appréciable. Parce qu'après, dans la série, il est devenu un peu un con, quoi. Pour moi, les premières saisons, il est violent. C'est un peu Alors, la violent. première saison, je pourrais pas en parler. Moi, je parle des saisons. Enfin, je saurais même pas te dire vraiment lesquelles, mais celles que je regardais quand j'étais petit. saison 10, quoi, un truc comme ça. Voilà, quoi. mais je trouve que les 10-15 dernières saisons, c'est vraiment devenu un personnage assez antipathique. Et je me suis regardé un épisode d'une des dernières saisons. C'est la cata. Hein. Franchement, j'ai pas tenu. Enfin, c'est naze, quoi. Alors, je suis peut-être tombé sur le mauvais, mais j'ai trouvé ça mais vraiment naze. Hein. il y a eu un vrai virage qui s'est opéré. Déjà parce qu'il me semble qu'à partir de la saison 15 ou 17, tous les scénaristes se sont barrés. Donc, ils ont dû en embaucher d'autres. Et c'était beaucoup, faites comme ce qu'ils ont fait avant, en fait, parce que ça a Ah marché. ouais, et tout. non, mais là, Et tu sens vraiment du repompage. Et surtout, tu sens des gens qui, parce que ils ont plus d'idées. Ils ont plus d'idées. Ils font vraiment devenir le personnage qui a des actions vraiment antipathiques envers sa femme et ses enfants, quoi. Ouais, puis ils essayent de faire un peu d'actualité, entre guillemets, mais ils le font mal. Enfin, ouais, Alors qu'avant, ils le faisaient très bien. Hein. Ouais, voilà. Sur le film d'Homer, Iliade des regrets. J'aime bien. Ferme-la, putain. T'as vu ce que- Non, en fait- continue, moi j'aime bien. Parce qu'en fait, il y avait un livre à l'époque qui s'appelait l'Iliade. À l'époque. À l'époque. Bonsoir. Quand j'étais tout petit. Tout petit. Moi, j'étais là au premier bouquin, moi. Je pourrais dire quand tu verras le La soleil Bible du poindre à Gutenberg. l'horizon. La quoi? La Bible du Gutenberg. De Gutenberg. Ah bah oui. Bah, c'est pas ça le premier livre. Le tout premier livre imprimé en Europe. Putain, vous en savez des choses. Hein. Ah ouais. En Bah classe. attends, tu sais comment je sais ça? Parce que j'ai vu le monde d'après, le jour d'après. Et qu'ils le disent dans une des scènes.
Tu sais, le gars, Ah ils sont bon en train de cramer les livres. Et le gars, il sert contre lui une Bible et il dit c'est le premier livre édité. Donc j'ai pas envie de le brûler pour ça. D'accord, ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour la bucket list. Alors je vous propose qu'on passe au jeu. Faut arrêter avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Le jeu du jour vous est proposé par la César Corporation. Oh, merci les amis. Alors, Pourquoi Maïté est là? oh bah merci, ça fait plaisir. Hein. Alors, on dit souvent que qui dort dîne. Ça peut être vrai, mais ça peut aussi être vrai Qui en dit regardant vos films préférés. Mais qui dort dîne? Tu connais pas cette expression? Non, je connais Ah, tu connaissais pas? Non, Ok. je connais pas. Petite histoire, expression qui vient de la Première Guerre mondiale pour assurer les populations françaises comme quoi sur le front tout va bien, si t'as pas un steak, tu dors un coup et t'es ressasié. Et c'est vrai ce que je dis, attention. Hein. Alors, laissez-moi vous emporter dans un voyage culinaire et gastronomique dans le monde du 7e art. Comme on le dit sur France 2, je vais leur piquer parce que je trouve ça très bien, c'est le moment de mettre les petits plats dans l'écran. T'es sûr que c'est France 2? Oh, ça va être gênant. Ouais, ils ont ouais, sur le journal de France 2, ils ont les petits plats Ah, dans t'as plus ta l'écran. voix, tiens. Et ils ont- vous êtes qui, monsieur? Sortez de ma cuisine. Pardon. Alors, et là, je le suce le derrière. Alors, attention, c'est parti. Pour la première, alors donc, très simple, je vais vous décrire une recette. À vous de trouver la spécialité, peut-être le film qui est derrière. Ok. Alors, pour la première recette, je vous propose tout d'abord de découper grossièrement 4 carottes, 5 pommes de terre, un chou et 2 oignons. La soupe au chou. Mettez-le. C'est la soupe au chou. Il est fort, il est fort. Alors, Ouais. ça rend meilleur. C'est la soupe au chou de la soupe au chou. Ensuite, on continue. Alors, coupez un assortiment de légumes en morceaux fins. Les plonger dans une eau en ébullition, assaisonner d'un petit curry de la région du palais de Pankot et Ah, c'est laisser Indiana Jones. mariner une grosse demi-heure. Pankot, c'est le temple maudit. Oh, il est fort, il Ouais. est fort, il est fort. Putain, mais je comprends rien, moi. Ajoutez en fin de cuisson, directement dans le bouillon, une bonne demi-douzaine d'œils de mouton Ah, à là, j'aurais servir pas trouvé, là. avec une tête de singe en sorbet en dessert. Ça m'a Ah. traumatisé cette scène quand Et j'étais c'est- petit. Ah, c'est les vrai que- serpents, la cervelle de singe, oh là là. Elle était dure. Ah, C'est ça, ouais. et en plus, c'est ça qu'elle leur demande. Elle fait, vous avez pas un truc plus simple. Plus simple. Et il faut pas de soucis. Le gars, il a des œils, je crois, c'est ça. Les yeux. Des œils, ouais. Des œils, ouais, Ah. exactement. ouais. Je l'ai dit comme ça, j'ai dit Avec des des œils. os. Des œils de mouton. Enfin, j'ai dit que c'était mouton, mais je suis même pas sûr de la viande. Donc, des fois, j'extrapole un peu. J'ai pas beaucoup d'éléments, mais j'extrapole un peu. Là, c'est Pankot qui m'a. Ouais. Très bien, les amis. Alors, on continue. Nouvelle recette. Alors, je vous propose, dans un grand bol de strychnine, vous délayez un peu de morphine. Faites tiédir à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, le Vous savez quoi? Vous pouvez en mettre. pudding à l'arsenic. Vous pouvez en mettre deux. C'est. Très bien. Le Ben oui, bien sûr. pudding à l'arsenic. Mais oui, c'est Mission Cléopâtre, le dessin animé. Ah putain, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles? Des Gaulois. Et c'est à moi J'adore. que tu disais, t'as beaucoup trop de temps. Ouais. Ah, j'adore. Très bien. C'est très bien ça. Bravo. Il, Ouais. il t'éclate à plat de couture. Non, mais attention. je sens que je vais trop nul sur ce jeu. Donc, Ouais, je sens, ouais. Ah oui, Alors, t'as là, déjà commencé à être bien naze là. Elle- Ah oui, oui. Elle est pour toi, celle-là, Norbert, tu ne peux pas la rater. Alors, d'abord, commencez par préchauffer votre four à 180 degrés. Épluchez et épépinez 1 kg de pommes. Coupez-les en morceaux généreux, puis dans un saladier, ajoutez de la cannelle et mélangez le tout pour enrober les pommes. Préparez une pâte à tarte et la coupez en 2 parties égales. C'est le jour sans fin. Faire un disque de la première partie, la placer dans un moule, puis la tapisser de pommes. Non, c'est American Pie. Fais la tarte aux pommes. American Pie. Une tarte aux pommes, tout simplement. Après, les lamelles par-dessus, vous couvrez, vous mettez cassonade, vous faites cuire. Comment ça va se terminer cette Et histoire? vous pouvez les... Après Tu peux cuisson- mettre ta bite dedans. Voilà, après cuisson, vous pouvez laisser votre adolescent y introduire son sexe. Mais attention, bien penser à laisser refroidir un peu avant et surtout à ne pas manger après. Tu vas nous faire aussi la recette de American Girl. Non, comment ça s'appelle l'American Pie à la française, comment il s'appelait déjà? Ah non. Sexy Boys. Sexy Boys. Tu vas finir la recette de Non, spaghetti là? J'ai des limites. Mon ridicule ne tue pas, mais je ne pas être tétraplégique non plus. Et on continue. Maintenant, je vous propose de saisir un petit coquelier pour ajouter 75 ml de vodka et 15 ml de vermouth sec. De quoi? De vermouth. C'est un alcool. Ah, attends, je croyais qu'on était parti dans. Comment ça s'appelle? Ah, une poulmoute. Le vermouth, c'est ça. Ça ressemble- c'est le lait du vermouth. C'est ça. Du vermouth sec, remplir de glace et secouer. Filtrer le tout dans un verre à martini, puis Ah, Bah, putain, c'est James Bond. décorer d'une olive. Et oui, l'utilisation de la cuillère ne sera pas permis. C'est le martini au shaker de Pas la James cuillère. Bond. Enfin, vodka martini. D'ailleurs, Qui était un rhum martini au début, Daniel Craig- dans les livres, et qui est devenu un vodka martini à partir des films. le James Bond de Daniel Craig, il balaie cette tradition du vodka martini au shaker. Ouais. Parce que justement, je sais pas si tu te rappelles, mais dans Casino Royale, il lui demande, et le mec lui dit au shaker ou au truc, il fait qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il est en train de jouer aux cartes, le mec, aussi en même temps. Pas sa faute.
Et nous continuons. Maintenant, on propose de prendre une grande casserole d'eau frémissante pour y plonger une grosse poignée de spaghettis pour 2 personnes. Cuisson al dente, bien évidemment. Ajoutez de grosses boulettes de bœuf. Ah, la Belle et le Clochard. Il est fort. Hein. il est fort. Hein. Alors, La Belle et le Clochard, ça doit faire 26 ans que je l'ai pas vu. Ah bah oui, mais tu te souviens quand même du plat. Et après, C'est moi, 26 ans, c'est marrant. C'est moi. Je peux pas dire c'est mon âge. 26 ans, c'est moi ça. Quand on dit 26 ans, Non, je mais fais c'est oui, juste c'est pour moi. dire que Depuis le qu'il temps est que tu né, n'as t'as pas jamais vu, ça vu ce représente film. moi. Oui. C'est qu'en fait, quand je l'ai vu pour la dernière fois, tu es né à ce moment-là. Alors, celui-là, vous l'aurez pas, ça va être un peu long, mais je m'en fous, ça va vous faire voyager. Et hop, donne ta gueule. Dans un grand bac, posez une belle épaule de porc. Hein. L'arrosez généreusement de marinade aux agrumes avec herbes, ail et rhum. Laissez reposer au frais 12 heures, retremper la viande dans la marinade, bien la masser sensuellement et la laisser au frais à nouveau 2 heures. Puis, la beurrer et la rôtir au four pendant au moins 2h30 à 165 degrés. Après cuisson, la couper en tranches fines. Ouais, merde, le Père Noël, c'est une ordure. Sur une grosse plaque bien beurrée. C'est pas ça du tout, les amis, je continue. Une grosse plaque bien beurrée, saisir des tranches de porc ainsi que les tranches de jambon et faites de même pour les tranches de pain. Badigeonner le pain de moutarde, y déposer les viandes, 2 tranches de fromage, Oui, c'est un sandwich, un quoi, cornichon, c'est un film. film lamelle, refermer le sandwich avec une autre tranche de pain, le rebadigeonner de beurre. C'est le film. Avant de ressaisir au panini. C'est pas le film sur le gars qui a fait un camion à sandwich là Bah, il aurait pas fait tout ça, je pense. Et si c'est Chef. Chef, voilà, c'est le c'est sandwich ça, ouais. cubain, le cubanos. Ok. La De recette. Trumeau, je sais plus comment ça s'appelle. Je connais que lui. John Favreau. John Favreau. John Favreau, en fait. Donc, le réalisateur d'Iron Man, du remake Du le film Mandalorian. Roi Lion, Mandalorian et tout ça. Mm. Et il s'est fait un petit film où il réalise, et il est l'acteur principal, où c'est un chef C'est lui étoilé. aussi qui réalise. Ouais. D'accord. Et il fait il a un restaurant étoilé, mais ça se casse un peu la gueule à cause d'une mauvaise communication sur Twitter. Et il décide de tout plaquer et il part avec son meilleur commis et son fils dans un camion pour faire de la street food et retrouver le goût de la vraie viande. Et à un moment, il tombe sur une belle épaule de porc. Il fait qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et si on faisait des petits cubanos sandwich? Ça donne faim, ce film. Ah ouais. Mais regardez ça, Chef, ça s'appelle, c'est beau. La musique est belle, la bouffe est belle, tout est belle. Sauf pour la vie. Alors, pour la suite, on continue. Il jongle entre les accents là. Ah ouais, ça n'arrête pas. Je devrais en faire un autre pour cela, mais je vais rester avec le Maïté, je trouve ça plus sympa. Et mon préféré, Alors, c'est le rondelet. Dans notre restaurant, je vous propose une fine couche de sarrasin, saisie dessus-dessous, Les visiteurs. et parsemée de pétales de rose tiède. Sarrasin, les visiteurs, pardon, c'est très drôle. Ah, mais ouais. C'est pour ça que je l'ai tenté. Hein. Non. Fine couche de sarrasin, saisie dessus-dessous, et parsemée de pétales de rose tiède. C'est délicieux. C'est la crêpe Gigi. Ah bah oui, c'est la crêpe au sucre. Brin. C'est la crêpe Gigi. À soit qu'on répond, moi j'aurais juste une crêpe Voilà. au sucre. C'est pas possible, on n'en fait pas dans cet établissement. Tu fais des crêpes. Ah Tu fais mais du oui, sucre. putain, je l'avais pas, bien joué. Avec la pâte, peut-être la crêpe. En fait, du voilà, sucre. tu m'as fait un truc très Vous avez de simple. la crêpe, vous avez du sucre. Crêpe au sucre. C'est ça. Alors, mes amis, d'abord, vous allez prendre une pâte d'ours polaire. Oula. Vous allez l'épiler et la tremper dans l'eau 2 heures. Laissez mariner dans du vin blanc français de surcroît, Frère des ours. avec petit oignon et gingembre frais. Désosser la pâte, y introduire de l'hydrogène liquide, la saupoudrer de caviar, puis la cuire baignée dans une soupe d'esturgeon. Pendant la cuisson, l'hydrogène liquide va créer une basse pression qui va faire que la pâte absorbe toute la soupe. Faire refroidir à basse température, ajouter une poire fraîche sculptée en forme de fleur, servir dans un grand plat et laisser le jury déguster avec leur baguette. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le jury dégusté avec leur baguette. Je ne pensais pas que vous l'auriez. Non, ouais. C'est le film sur un concours de cuisine chinois. Non, je l'ai pas. Non, il y a un titre, ce film. Le festin chinois de Tsuyark. Oula. Oh non, mais non. Eh ben, c'est vachement bien comme petit film. Non, mais c'est vachement sûrement cool. bien, mais arrête de sortir des trucs. Bah, on est là pour donner des recos. Perdu au Merde. Pérou, là. Justement, mais c'est Non, ça c'est avec Brad Pitt, ça. Ah oui. C'est quoi un film de cuisine où on va te présenter une recette de pâte d'ours polaire, quoi. Ah, il doit y avoir- à mon avis, il y en a qu'un. Il n'y a que les Chinois pour faire ça. Et c'est trop fort. Et on continue maintenant. Alors, d'abord, saisissez-vous d'une belle passoire que vous allez recouvrir d'un torchon propre entièrement. Tapissez à l'intérieur de feuilles de chou préalablement blanchies, puis tapissez de tranches de saumon d'1 centimètre d'épaisseur, assaisonnées avec du gros sel. Recommencez jusqu'à remplir le récipient en alternant les couches. Refermez le torchon en baluchon et bien pressé. Le plongez dans un bouillon de légumes porté à ébullition et laissez frémir 20 minutes, puis tournez le chou et laissez cuire encore 5 minutes. Égouttez le chou, retirez doucement l'emballage, découpez en grosses tranches comme un gâteau et disposez sur une assiette avec 3 carottes rôties.
ne nous restera plus qu'à le servir directement au président de la République. Non, mais ça a rien à voir, mais ça me fait penser à comment il s'appelle ce film avec Coluche et non, c'est La Loue la cuisse. c'est pas La Loue la les- cuisse, C'est voilà. pas les la cuisse. Non, c'est un film français. C'est un film français, Catherine Fro, Bon, alors là, tiré d'une histoire vraie sur comment une femme qui n'est pas forcément un grand restaurant devient la cuisinière officielle de d'accord. le président Ah non, je Mitterrand. connais pas. Ça s'appelle Les Saveurs du Palais. Palais, P-A-L-A-I-S. on voit le jeu de mots. ok. Hein. Ça va. Et voilà, très bien. Je me doutais que vous l'auriez pas parce que vous regardez pas les bons films, vous. Non, mais attends, on regarde les bons films justement, pas avec Catherine Fro. Du coup. Bah, Dis donc, très bien. imagine qu'elle nous écoute. Ah bah vas-y, sors-moi un bon film avec elle, tiens. Bah, Vilaine. attends, je vais chercher tout de suite. Non, mais de tête. Vilaine. Ou le vilain. De tête, j'en ai Avec pas. Dupontel, où elle joue la mère de Dupontel. Il est génial ce film. Elle est super drôle là-dedans. Voilà. Peut-être super drôle, mais Je t'ai- le je t'ai film n'est pas cassé. super. Hein. Je t'ai cassé. Je t'ai mec, cassé. Ramasse tes dents. Je fais une fête samedi, ça te dirait de pas venir. Alors, désolé, je vais devoir changer de tome pour la prochaine, mais c'est normal. Alors, attention. 1 kilogramme Kartoffel. 1 Little Milch. Dry ailleurs. 96 grammes. Bon bah là, Butter. ça c'est bon, j'ai pas besoin de te laisser finir vu l'accent. C'est le Père Noël est une ordure. Non. Salz. Et j'essaie de faire l'accent, parce que je parle bien mieux allemand que ça, hein, mais c'est l'accent comme dans le film. Salz und Muskatnuss. Je répète, Herr Müller, ich wiederhole. C'est 1 kilogramme Kartoffel. Ah, attends, si, c'est pas la Grande Vadrouille. Non, mais on se rapproche. Ah, les Ah, la 7ème compagnie. Non, Ah. c'était mieux avec la Grande Vadrouille, c'est le même acteur. Ein bisschen Milch. Dry. Ah, Ailleurs. putain. 96 grammes. Bah c'est Butter. finesse quoi. Salz und Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Müller. Non, mais je le vois, mais j'ai plus le titre. En fait, c'est une scène, il est dans son restaurant, il explique une recette. Le Grand Restaurant. Et voilà, le Ouais, grand bah oui, restaurant. c'est ça, Bravo. j'avais plus le titre. Ouais. Et cette scène est magnifique parce que déjà le film est très bien. Et du coup, dans cette scène, donc, il explique la recette du soufflé aux pommes de terre à un politicien, un ponte allemand, quelqu'un d'important. Donc il fait style je parle allemand, donc il lui parle en allemand. Et au même moment, il va rapprocher sa tête tout doucement et les ombres vont se projeter Oui. sur sa tête Oui, et sous sur- son nez. Et il Exactement. aura l'air de ce petit moustachu très colérique qui nous a bien fait chier. 2 épisodes qu'on parle de Voilà. lui déjà. Donc Tout le temps, hein. Ça c'est notre point Goldwyn. Et du coup, dans cette scène est vraiment magnifique pour ça, quoi. Oui, le voir je- Muskatnuss, Herr Müller, avec son côté nazi. Allez, on continue, les amis. Maintenant, pour 2 personnes, je vous propose une petite recette très simple. Dans une poêle, faire revenir un bon kilo de lardons. Dans un saladier, battre une petite vingtaine d'œufs en omelette, les verser directement dans la poêle sur les lardons. Bah, déjà, pour moi, là, c'est un mardi normal. Vous pouvez vous accorder de temps à autre un petit peu de verdure, mais gardez la main légère. Laissez cuire 10 minutes et patientez en dégustant un bon gâteau à la crème. Alors là, rien Un du tout. bon gâteau à la crème. De toute façon, pour l'instant, je suis très très bon ce jeu. Parce que tu m'as fait penser. Ça n'a rien à voir, mais ça me faisait penser à l'omelette de l'amitié dans le premier Astérix et Obélix. Mais il y a une omelette de l'amitié. Vous vous souvenez pas, il y a une scène où Non. ils font l'omelette dans le premier film. Ah, le premier film live. Le premier film live, il y a une histoire d'omelette de l'amitié. je crois. Bon, bref. D'accord. Il y a des lardons, des œufs, et ça, on obtient un gâteau. Pour 2 personnes, Ouais, il y a un bon gros kilo de lardons qui cuit, ouais, une grosse vingtaine d'œufs. ok. Bah juste là, oui. Voilà, et en attendant que ça cuise, on va se faire un petit gâteau à la crème. Et parce que mélanger les lipides et les glucides, oh non, Putain, mais je Camelot. sais pas du tout. oh non. Ah, Mais si vous voulez, peut-être un peu de verdure, mais pas trop. Non mais je n'ai rien. Non, je l'ai pas du tout là. C'est 2 mecs un peu gros qui s'enferment dans une cuisine. Parce Le Paris que, voilà. Ah, le Paris. Ah, Le putain. Paris Bernard Ah Campan. oui, ah, ouais. oui. Ah, Didier mais Bourdon. c'est trop compliqué pour moi ce genre de jeu. Par contre, le pari, la scène où ils se coupent la meule de fromage et ils font oh là là, pas trop. Et en fait, Juste un peu le de petit laitage. bout, c'est la partie qu'ils vont laisser. Ils prennent l'autre gros morceau. C'est des bourrins. On a C'est des des 3 bourrins. parts, Obélix. Allez, dernière recette, les amis, un peu capillara-tractée, mais vous la trouverez, j'en suis sûr. Alors, commencez par faire cuire un steak sur le grill. Y ajouter une tranche de cheddar en fin de cuisson. Sur un pain brioché, mettre un trait de ketchup. Ajouter une feuille de salade, 2 tranches de tomates Ah, fraîches c'est bon, Pulp Fiction. et un gros cornichon à lamelles. C'est bien plus. Ah, comment- c'est le Big Mac de Mais tu n'as Pulp pas Fiction. encore eu l'indice que normalement, après, c'est ajouter une tranche d'ananas. Recouvrez le steak, puis fermer avec le pain brioché. Servir avec du Sprite, préférablement. Ok. Le Bien joué. Big Kahuna Burger, une chaîne. Alors, on n'est pas sûr. On ne sait pas ce qu'il y a dans ce burger. Il ne Oui. le décrit pas. Mais vu que c'est une chaîne hawaïenne, je me suis permis d'ajouter un petit peu de. Une On sait pas ce tranche qu'il y a dans le d'ananas. burger, on sait pas ce qu'il y a dans la mallette. C'est bon, au bout d'un moment. En français, il s'appelle C'est l'imagination. le Big Mac.
Le Royal Cheese. Le Royal Cheese. Ouais, à cause du système métrique. Parce qu'il y a plus de fromage. Non, c'est juste qu'il l'appelle comme ça. On peut dire Quarter Pounder. Ça parle pas pour nous. Eh ben, merci beaucoup, César. Je vous en prie, et bon appétit, bien sûr. Oh, bon appétit, oui, bien sûr. Et c'est comme ça que se conclut ce nouvel épisode d'hors-série. On devrait en avoir un 3e avant de repartir sur une base et que nos joyeux comparses reviennent des États-Unis. D'ici là, on va souhaiter à bientôt pour ce prochain épisode. Ciao, ciao, à la prochaine. Et regardez des films. Exactement. Au revoir et merci.